Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette entrevue vidéo de la revue Histoire engagée, nous recevons William Dion, enseignant d'histoire-géographie au Centre de services scolaires des Chênes. Il est aussi le cofondateur de la plateforme technopédagogique Antique, une plateforme qui aide les jeunes élèves du Québec à se préparer pour leur examen d'histoire, mais aussi dans l'analyse des documents en histoire. Dans cette entrevue, M. Dion nous présente ce qu'est l'enseignement par diagnostic en lien avec la rétroaction immédiate. Bonjour William Dion, comment vas-tu? Ça va bien, Francis, et toi? Super. Merci beaucoup de prendre le temps de nous jaser en ce merveilleux samedi ensoleillé. Donc, aujourd'hui, William, nous allons discuter de l'enseignement par diagnostic en lien avec la rétroaction immédiate, un sujet dont tu t'es spécialisé. Mais avant qu'on se lance dans les questions plus pédagogiques et techniques didactiques, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours académique et professionnel? Absolument, puis même extra curriculaire parce que ça va avoir un certain impact là-dedans. Donc, moi, j'ai un bac en histoire, bac que je n'ai pas terminé quand j'étais à l'université. Je suis allé faire d'autres choses dans ma vingtaine, là, notamment travailler comme représentant des ventes dans la restauration. Puis, je suis revenu là, dans la fin vingtaine pour revenir à l'école. Donc, j'ai terminé mon bac. Je suis rentré par la suite en maîtrise en pédagogie collégiale que je n'ai pas terminée pour transférer vers la maîtrise qualifiante en enseignement du secondaire. À quelle Euh, université, William, tu as étudié pour les auditeurs? Pardon, j'ai tout fait ça à l'Université de Sherbrooke. OK. Puis, c'est ça. Donc, une des raisons pourquoi j'ai tardé autant aussi, c'est que j'ai été un sportif dans deux sports, donc le football à l'université. Et par la suite, je me suis concentré dans le curling. Donc, ça va faire rire quelques personnes. C'est un beau sport, on juge pas. Absolument. Et ben, partir 10 fins de semaine, puis demander 30 jours de congé en enseignement, c'était très peu recommandé. Donc, à partir de 30 ans environ, là, j'ai choisi la carrière d'enseignant là, à temps plein. Et donc, on sait que tu enseignes donc au Centre de services scolaires des Chênes depuis combien d'années? C'est ma septième année, je crois. Septième ou huitième, la première, j'ai eu mon premier contrat là, au Collège de Montréal, une école privée, alors que je faisais ma maîtrise en enseignement collégial. Puis par la suite, là, j'ai bifurqué vers la maîtrise qualifiante là, vers 2019, de 2019 à 2022 là, de mémoire. Alors, si on se lance vraiment dans le cœur de cet entretien, donc vous avez en fond créé l'entreprise Antique qui se concentre sur l'enseignement par diagnostic. Ouais. Est-ce que ça répondait à un besoin si criant que ça dans les classes? Euh, je pense que oui. Là, je peux décliner pourquoi on le fait, mais la façon dont je l'explique surtout aux gens, c'est j'essaie d'expliquer le métier d'enseignant comme si on était un docteur. Donc, je donne l'analogie. Imaginez que tu es un docteur puis que tu as 30 patients ou 30 personnes devant toi. Certains ont mal aux yeux, d'autres ont mal aux coudes, d'autres ont peut-être des problèmes internes, puis on ne sait pas exactement comment le vérifier. Donc, imaginez un docteur qui aurait 30 patients pendant 1 heure. Est-ce qu'il pourrait faire, même s'il était le mieux intentionné, le meilleur du monde, est-ce qu'il aurait la capacité de répondre aux besoins de tous ces gens-là? Ben, la réponse, c'est non. Puis la réponse, c'est que ben, le docteur n'a pas assez de temps et surtout, il n'y a pas de données. Donc, il travaille un petit peu dans l'obscurité, à tâtons, pour essayer d'aider ses élèves. Donc, ça, c'est l'analogie que je prends. Pour les problèmes spécifiques, moi, ce que j'ai vu dans l'enseignement, c'est que pendant, là, j'ai comme fait 2 maîtrises, une à la suite de l'autre, j'apprenais plein de belles pratiques pédagogiques. La différenciation pédagogique, la rétroaction immédiate, la réponse à l'intervention. Et quand j'arrivais en classe, je trouvais ça excessivement difficile à appliquer. Donc là, je me suis dit, OK, j'ai essayé de trouver des outils, des choses qui existaient, d'autres logiciels, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec l'expérience, hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui, avec l'expérience, sont capables d'avoir une intuition sur un élève, vérifier, ils ont peut-être des méthodes de recueil de données, mais ultimement, tout ça prenait un temps fou. Que ce soit prendre des données de façon manuelle ou que ce soit faire des rencontres individuelles tous les midis avec des élèves pour connaître leur situation en détail, ça devenait difficile.
Donc, c'était chronophage. C'est ça le terme qui était utilisé. Et j'ai rencontré des centaines d'enseignants et d'enseignantes dans les dernières années et j'en ai pas rencontré un ou une encore qui me dit souffrir, là, vraiment là, souffrir d'avoir trop de temps. Non, ça, c'est effectivement pour la professeure enseignante, on manque tout le temps de temps parce que, bon, l'enseignement est effectivement très chronophage, ça demande beaucoup de préparation. Donc, si je comprends bien, à la base, il ne s'agit pas d'une philosophie pédagogique, c'est plus une méthode d'enseignement. Est-ce qu'il y a une différence vraiment entre les deux à ce niveau-là? Je pense que les 2 sont un peu indissociables. C'est sûr que c'est pas une philosophie au niveau, par exemple, du constructivisme, socio-constructivisme, behaviorisme. C'est pas une philosophie dans cet angle-là. Moi, ce qui m'intéressait, j'étais sur le plancher. Ce qui m'intéressait, c'est trouver quelque chose qui aidait les enseignants et les enseignantes au jour le jour. Quelque chose qui était faisable, réalisable et surtout qui allait pas prendre plus de temps, mais à la limite qui allait en gagner. Donc évidemment, à travers l'enseignement par diagnostic, on ne peut pas éviter l'aspect philosophique. Donc, on va être un petit peu plus dans l'enseignement explicite, notamment dans le modelage, mais c'est plus un regroupement de plusieurs bonnes pratiques pédagogiques qu'une philosophie en soi. Je ne sais pas si c'est clair comme Oui. explication, l'espèce de distinction entre les Oui, deux. il y a pas de souci. Puis justement, peut-être pour vraiment consolider là, ce que vous dites, si dans le fond, on devait m'expliquer qu'est-ce que l'enseignement par diagnostic, comment est-ce que ça fonctionne? L'enseignement par diagnostic, dans le fond, de façon relativement simple, c'est une séquence d'enseignement qui se situe un peu entre l'évaluation diagnostique et l'évaluation formative ou en aide à l'apprentissage. Donc, c'est entre les deux. Donc, traditionnellement, on a trois types, par exemple, d'enseignement ou d'évaluation. On a une évaluation diagnostique au début d'une séquence pour savoir un peu les élèves en sont où. Par la suite, durant le cours ou durant la session ou la période où on donne le cours, on a l'évaluation en aide à l'apprentissage pour aider les élèves. Donc, évidemment, euh, dans ce bout-là, c'est mieux d'avoir une rétroaction immédiate. Et finalement, on a l'évaluation sommative à la fin. Moi, je voulais me situer quelque part entre l'évaluation diagnostique de début et l'évaluation en aide à l'apprentissage. Donc, si j'essaie de le décrire de façon la plus simple possible, le but, c'est d'avoir le plus de ces boucles de rétroaction-là entre une évaluation diagnostique et qu'immédiatement, on rentre en évaluation en aide à l'apprentissage pour voir qu'est-ce qui est le problème. Et là, ben, rapidement, on refait une évaluation de type diagnostic, on retourne en évaluation formative et on fait le plus de ces boucles-là euh, possible. Donc, c'est un peu ça la logique derrière. Donc, on parle vraiment, dans le fond, d'une séquence de renforcement continu, de pratiques guidées qui vont éventuellement mener vers atteindre un objectif précis, que ce soit, bon, rédiger un texte, analyser un document, etc. Exactement. Puis à travers tout ça, ce qui est important, c'est d'avoir accès à des données en temps réel. Donc, savoir précisément là où l'élève a de la difficulté, là où on peut l'aider. Et même aussi, on parle de rétroaction, mais pour l'enseignant, l'enseignante, quand on teste on essaie des façons d'enseigner, ben, si on est capable de regarder l'évolution des données, puis on est un petit peu, on a la culture des données, on est capable de vérifier quelles approches fonctionnent un peu mieux, peut-être avec tel élève ou avec tel groupe ou autre. Donc, ça nous permet d'avoir, les enseignants aussi, une espèce de rétroaction sur la progression là, de nos élèves. Donc, on parle vraiment des données probantes, dont bien vantées par exemple, John Hattie. Mais ça me permet justement de faire le pont avec la prochaine question. Donc, clairement, c'est une méthode qui est basée sur des pédagogues, des didacticiens. C'est qui les auteurs, dans le fond, que tu as consultés pour développer justement cette approche pédagogique-là? Il y en a plusieurs, puis je ne pourrais pas être exhaustif à souhait. Ceci étant dit, je vais commencer avec Hattie parce que dans sa compilation de méta-analyse, dans le fond, il a déterminé là, les composantes pédagogiques qui étaient, dans le fond, les plus efficaces ou celles qui étaient prouvées avoir le meilleur résultat avec des élèves. Donc, Juste rapidement, pour les auditeurs, John Hattie, c'est le pédagogue néo-zélandais qui enseigne à l'Université de Melbourne en éducation et qui va notamment être un peu le pionnier là, pour la recherche avec les données probantes en éducation, là.
Absolument. Et donc, évidemment, là, dans sa compilation, il y a des facteurs, certains qui sont attribuables à l'enseignant, d'autres à l'élève, d'autres à l'environnement. Donc, je ne m'en vais pas là-dedans, mais pour ceux qui sont précisément attribuables à l'enseignant. Donc, ce qui est en contrôle de l'enseignant, moi, pour l'enseignement diagnostique, il y en a 5. Donc, et les 5 sont au-delà de la zone d'impact là, de 0,40 pour ceux qui voudront aller voir. Il y a la réponse à l'intervention, la différenciation pédagogique, la zone proximale de développement, la rétroaction immédiate et la pédagogie par l'erreur. Donc, si j'y vais un petit peu de façon un petit peu plus précise, donc pour la différenciation pédagogique, je me suis basé, là, je vais citer certains j'ai fait un essai, revenir en arrière, là, j'ai fait mon essai à la maîtrise qualifiante en enseignement de l'univers social en 2022, juste avant ChatGPT. Donc, je l'ai écrit tout par moi-même. C'est important de le dire. Clarifier pour tout le J'ai monde. fait les recherches par moi-même et tout. Et dans le fond, dans cet essai de maîtrise-là, je me demandais comment créer un prototype de rétroaction immédiate. Donc, je me suis intéressé aussi à la différenciation pédagogique et principalement, c'était les travaux de Legendre et Morissette 2011 au niveau de la différenciation pédagogique. Rétroaction immédiate, c'était vraiment l'aspect principal de l'essai. Il y a 3 auteurs, donc Fontaine et Hall 2021. J'avais Halal 2007. Et aussi, là, vers la fin, il y a eu la publication là, de Savoisac et Hall de mémoire là, 2022. Je n'ai pas la date devant moi. Donc, c'est les travaux qui ont été utilisés là, au niveau de la rétroaction immédiate. Pour ce qui est de la zone proximale de développement, donc la zone proximale de développement, c'est qu'est-ce qui. Je vais donner encore une analogie, là, mais c'est quel niveau d'effort ou quel niveau de travail l'élève est capable d'accomplir, qui constitue un défi pour lui, est capable d'accomplir. Donc, évidemment, ça va main dans la main avec la différenciation pédagogique. Je donne toujours l'exemple. Je dis, si vous amenez quelqu'un qui n'a jamais été s'entraîner avec un homme fort, puis vous donnez aux deux 200 livres à lever, la personne qui ne s'est jamais entraînée ne va même pas essayer de lever le 200 livres. C'est pas logique, il ne sera pas capable. Tandis que l'homme fort, pour lui, ce n'est pas un défi. Dans les deux cas, ils ne seront pas motivés. Donc, la zone proximale de développement, c'est être capable de déterminer là, dans ce cas-ci, quel poids va être un bon Stimulus. défi pour chacune des personnes. Donc, pour la zone proximale de développement, c'était Renaud, Guillemette et Leblanc 2016, ainsi que Carpentier et Hall 2023. Maintenant, le quatrième aspect, c'est la réponse à l'intervention là, qui, pour les orthopédagogues, TES et autres, quand même assez important dans les écoles en ce moment, la pyramide d'intervention. Donc, on a une bonne partie, à peu près 80 des élèves avec qui, quand on fait une intervention, donc une intervention en groupe, ça va être généralement bon pour 80 des élèves qui vont bien comprendre. Et encore une fois, c'est collé à la différenciation pédagogique, à la zone proximale de développement. Par la suite, on a un 15 avec qui il faut faire des interventions plus intensives. Ça ressemble à quoi en groupe? C'est de dire, bon, ben vous 5, venez avec moi, soit en récupération ou devant. On va travailler sur une opération intellectuelle ou une autre parce que ça ne semble pas acquis avec l'intervention en groupe. Et finalement, il y a un 5 qui est là une intervention qui est ciblée. Donc là, c'est souvent du 1 à 1, que ce soit avec l'enseignant, l'enseignante ou avec l'orthopédagogue, le TES ou un autre intervenant. Là, cet élève-là a généralement besoin là, d'un petit peu plus de soutien personnalisé. Et pour ça, je me suis basé sur un texte du gouvernement de l'Alberta en 2025 et aussi sur les travaux de Steve Bissonnette là, en 2021. Steve Bissonnette qui est très prolifique là, au niveau de l'enseignement efficace. Donc, ça fait partie là, du chapeautage de l'enseignement efficace. Voilà, qui est professeur à la TELUC. Absolument. Alors, ouais. Oui, vas-y. Et finalement, il y a la pédagogie par l'erreur. La pédagogie par l'erreur qui est peut-être un peu plus, pas obscure, mais moins pratiquée ou moins connue. Dans le fond, c'est la pédagogie par l'erreur, c'est une approche éducative considère l'erreur pas comme un échec, mais comme un élément inévitable, utile et essentiel du processus d'apprentissage.
L'objectif, c'est de voir l'erreur, la nommer et pour les élèves, être capable de nommer cette erreur-là et de la corriger. Parce que si tu nommes et tu corriges une erreur, et ça, c'est bon pas juste en enseignement, mais partout dans la vie, ben, tu as moins de chances de la reproduire. Et ça, je me suis basé sur les travaux de Gagné, Leblanc et Rousseau 2018. Super. Parce que si je comprends bien, dans le fond, bon, on se base clairement sur des données probantes, on se base sur une approche bon, vraiment scientifique. Quand j'ai pris le temps de regarder, dans le fond, la méthode par bon, l'enseignement par diagnostic, vraiment, je trouve que tu reposes dans le fond, cette technique-là, cette méthode-là sur l'enseignement des opérations intellectuelles. Puis là, on sait en histoire, l'enseignement des opérations intellectuelles, surtout pour l'examen du ministère de secondaire 4, c'est la base de toute chose. Absolument. Bon, effectivement. Et dans ce cas-ci, quels sont les types d'erreurs que les élèves effectuent lorsqu'ils analysent les documents historiques et que, justement, la pédagogie par diagnostic ben, pourrait venir corriger? Bon, mais l'enseignement, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, l'enseignement par diagnostic, c'est une façon d'enseigner qui, avec les bons outils, évidemment, c'est faisable sans outils, là. C'est juste extrêmement chronophage, mais avec les bons outils, c'est applicable dans toutes les matières. C'est une logique pédagogique. Ceci étant dit, ma spécialité à moi, c'est l'histoire. Donc, on voulait commencer par tester cette méthode-là euh, en classe. Et donc, vu que ma spécialisation, c'était l'histoire, ben, commencer avec l'histoire, mais c'est pas exclusif à l'histoire. Donc, précisément, on a parlé d'opérations intellectuelles, d'analyse de documents. Nous, ce qu'on a fait, on a séparé les erreurs en 4 grandes catégories. Donc, je dois dire, là, la paternité de cette logique-là de catégoriser les erreurs et une très, très grande influence et dans mon essai de maîtrise et encore aujourd'hui, c'est un enseignant qui s'appelle Marc-André Lauzon qui avait publié, dans le fond, là, cette espèce de logique-là pour être capable de donner une rétroaction un peu plus précise, donc être capable de qualifier les erreurs. Donc, je dois dire ce que j'ai fait a été bâti, et j'ai une communication encore régulière avec Marc-André, a été bâti sur les travaux de Marc-André Lauzon. Donc, la logique, c'est de dire l'élève va faire une erreur dans une des 4 catégories suivantes. Quand on répond à une question en histoire, il faut commencer par lire la question. Donc, vous allez me dire, ça, c'est du français, absolument. Par la suite, la question en histoire dans le programme actuel réfère toujours explicitement ou implicitement à un document. Et donc, le document, parfois, il y a la réponse à l'intérieur, parfois, c'est un indice. Donc, en deuxième lieu, on doit être capable d'analyser le document. Donc, c'est de la lecture où il y a des images ou des tableaux ou des cartes. Et finalement, on répond à l'opération intellectuelle où là, ben, on a un cadre, hein, on a des attentes très précises à savoir comment on doit répondre à cette opération intellectuelle-là. Et finalement, la quatrième catégorie, ben, il faut dire des faits qui sont véridiques. Il faut être dans le bon espace, il faut être dans le bon temps, il faut utiliser les bons concepts et il faut qu'on réponde quelque chose qui est en lien avec soit la question ou soit le document. Donc ça, c'est le cadre. Des types d'exemples, c'est relativement simple quand on commence à se poser la question. Je vais dire, par exemple, expliquez-moi une conséquence politique de la Grande Dépression aux États-Unis. Bon, là, je demande une conséquence qui est de type politique. Donc, quand j'ai mis une espèce de cadre autour de ma réponse. Et ce qu'on voit, c'est un document qui montre le président Roosevelt en train de signer le New Deal. Donc, l'élève pourrait me dire, ben, le taux de chômage augmente jusqu'à 33 aux États-Unis. C'est une conséquence. C'est vrai, mais ce n'est pas en lien avec ce qu'on a demandé dans la question. Donc, ça serait un type d'erreur. Ça veut dire que l'élève a probablement lu la question en diagonale, a peut-être ou ne peut-être pas utilisé son document. Donc, le but, est-ce que c'est compliqué à régler? Pas tellement. Mais l'élève, s'il est capable d'avoir une rétroaction immédiate ou rapide, est capable de voir, ah oui, ben c'est vrai, on demandé politique, j'ai dit économique. Donc, le but, c'est que la fois d'après, ils se disent, ah ben, je vais prendre le temps de bien lire ma question. Donc, on peut faire des exercices de modelage où il va devoir surligner ou trouver, s'assurer de mettre en lien sa question avec sa réponse. Au niveau
Des opérations intellectuelles, par exemple, je peux penser à l'opération intellectuelle changement et continuité. Donc, on peut établir un changement, une continuité, mais il y a aussi une question à 3 points qui vaut plus cher, qui est établir des changements ou des continuités. Et là-dedans, on demande certains critères très spécifiques. On doit commencer la réponse par il y a un changement car ou il y a une continuité car. À l'intérieur, par la suite, nos termes doivent être précis, donc il y a une façon de répondre à la question. Ceci étant dit, plusieurs méthodes peuvent être bonnes, là. Qu'est-ce qu'on met en premier? Est-ce qu'on met les 2 dates? Bon, ça, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être, adéquates, mais aussi on doit mettre un repère de temps. Donc, par exemple, si je prends le même exemple, est-ce qu'il y a un changement, une continuité dans la politique, dans le politique économique, là, ça va être mêlant un peu, des États-Unis en 1933? Ben, il faudrait dire, un, il y a un changement, car le président Roosevelt applique le New Deal, qui est une forme de keynésianisme aux États-Unis, à partir de 1933. Donc, on doit mettre le repère de temps parce que c'est un changement et le changement, ça s'intéresse à deux objets séparés dans le temps. Donc, on doit expliquer qu'il y a quelque chose qui se passe avant et après. Fait que c'est deux exemples d'erreurs. En tout et partout, là, on a une taxonomie, on en a des erreurs de ce type-là, là, je ne me rappelle plus, une vingtaine ou une trentaine. Donc, quand on décortique chaque petit aspect de la réponse, on est capable d'aller de façon assez granulaire, là, voir ce que l'élève euh, fait et ou a de la difficulté. On pourrait quasiment dire que c'est chirurgical, en fait, comme intervention. Ben, c'est le but, puis ultimement, si on parle tu sais, de données probantes, ultimement, ça va être très difficile. Un des gros problèmes, par exemple, dans mon essai de maîtrise, quand on parlait des opérations intellectuelles, c'est que c'est des démarches mentales inobservables. Donc, ultimement, même avec cette méthode-là, on peut supposer l'erreur, mais il peut s'être passé 10 autres choses. Ceci étant dit, l'élève a quand même fait l'erreur. Et donc, s'il le fait, il ne l'a pas vu, que ce soit par inadvertance ou parce qu'il a été trop vite ou parce qu'il ne le savait pas, mais à force de le nommer, de revenir et de faire cette espèce de boucle-là d'enseignement par diagnostic, l'élève fait de moins en moins de ces erreurs-là et naturellement, hein, comme un bateau qui serait retenu par plein d'encre, ben, à chaque fois qu'on coupe un ancre, le bateau a plus de facilité à flotter. Bon, c'est une très bonne analogie. Si un enseignant ou une enseignante voudrait appliquer justement les critères de base de l'enseignement par diagnostic dans sa classe, par quoi il ou elle pourrait débuter? Je pense que le cœur de tout, je l'ai fait là, à la main pendant plusieurs années. Là. Donc, l'enseignement par diagnostic, c'est c'est un cheminement de plusieurs années en classe. Et l'étape numéro un, c'est d'avoir des données. Donc, ça se fait là, avec un classeur Excel parce que la donnée qu'on a souvent, ça va être par exemple euh, la note à un examen. La note à un examen, est-ce que c'était la première période un lundi ou à la dernière un vendredi? Est-ce que l'élève a travaillé la veille? Donc, c'est un point qui est important, mais il faut trouver une façon d'aller de façon un petit peu plus granulaire là-dedans. Donc, on peut le faire avec des données, avec un enseignant ou une enseignante qui est très, très proche de ses élèves avec une discussion pourrait éventuellement, avec la discussion, euh, s'assurer que les élèves reconnaissent leur erreur. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des évaluations, qu'elles soient là, comptées ou non, ce n'est pas très pertinent. Par la suite, être capable de savoir rapidement où sont les erreurs et donner une rétroaction rapide pour que l'élève puisse reprendre le tout, euh, évidemment, là, dans un délai rapproché. Là, on va en parler tantôt, mais un des aspects d'une rétroaction efficace, c'est le temps. Donc, plus la rétroaction elle est rapide, mieux c'est. Et on parle de temps, bien évidemment, même les enseignants, les enseignantes les plus motivés ont quand même bien 24 heures dans leur journée. Et s'ils donnent une évaluation aux deux cours, ils doivent corriger de façon granulaire pour redonner des rétroactions rapides à leurs élèves. C'est pas, c'est pas tellement réaliste. Moi, je l'ai fait avec un groupe parce que je voulais prouver mon point, j'avais besoin d'aller plus loin dans les données, vraiment comprendre les démarches de chaque élève, mais je ne le conseille pas à la plupart des personnes. Là. Mais c'est faisable. On ne peut pas obligé de le faire au même niveau.
Donc, on peut prendre, par exemple, les opérations intellectuelles. On peut suivre la progression des opérations intellectuelles. On peut écrire sur l'évaluation de l'élève son erreur et peut-être garder sur une feuille à part les erreurs qui sont commises les plus fréquentes et faire des rétroactions là, à chaque élève de cette façon-là. Voilà, parce qu'en fait, l'enseignant, c'est lui qui décide et qui voit concrètement sur le terrain ben, quel type d'erreur les élèves font. Donc, quel type d'erreur serait peut-être plus susceptible selon son groupe ou ses groupes à revenir bon, régulièrement. Ça, c'est bien sûr au choix de l'enseignant. Absolument. Si on passe alors à notre deuxième sujet qui est la rétroaction efficace. Donc, on reste quand même dans le sujet de la réalité de la classe. Bon, ton sujet de spécialisation, la maîtrise, ça a été justement le développement de meilleures méthodes de rétroaction en classe. C'est quand même un sujet qui, je pense, est important pour les enseignants en général. Mais à la base, pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet d'étude? J'ai mentionné plus tôt mon passé de sportif et dans le sport de haut niveau, dans tout sport, mais surtout dans le sport de haut niveau, l'objectif, c'est d'atteindre le maximum de ta capacité personnelle. Et pour ce faire, oui, il y a le talent, mais principalement, c'est la pratique. Maintenant, la pratique, pour savoir est-ce que tu dois euh, travailler une chose X ou une chose Y, par exemple, si tu joues au hockey, puis tu as de la misère à tourner vers la gauche, ben, c'est peut-être ça qu'il faut que tu travailles. Et dans le sport, surtout au football, toutes les pratiques sont filmées. Les entraîneurs analysent chaque répétition de chaque joueur à chaque pratique et ce, toute l'année, même dans leur saison. Et donc, on est capable de savoir le lendemain ou même le jour même, hey, voilà ce que tu as fait sur ta dernière répétition, recommence et fais autre chose. Et c'est comme ça qu'on est capable de produire des athlètes d'élite. Donc, on a besoin de ça, de cette rétroaction-là. Et là, quand je suis arrivé dans l'enseignement, j'avais, c'était impossible. Je devais corriger des montagnes comme n'importe qui, des montagnes de travaux. Et là, peut-être que, oui, par-ci, par-là, je peux dire à un élève, ah, tu as eu quelque chose qui est vraiment évident, tu as eu de la difficulté avec ça, de la difficulté avec ça, mais c'était très vague. Et c'était surtout pas dans le bon temps. Là. Souvent, c'était 1, 2 semaines plus tard. L'élève a oublié, c'est passé plein de choses dans sa vie. Donc, c'est vraiment le passé sportif qui m'a allumé à l'importance de ça. Mon Dieu, c'est quand même incroyable comme origine, mais c'est tant mieux. Si on devait, avant de débuter justement l'analyse de c'est quoi la rétroaction efficace, est-ce que dans le fond, tu pourrais prendre le temps de nous expliquer la définition de c'est quoi la rétroaction? Donc, je suis retourné dans ma maîtrise là, pour prendre la rétroaction. Donc, la rétroaction que j'ai utilisée, c'est celle de Fontaine et Hall 2021 à la page 36. La rétroaction, c'est d'offrir aux élèves des commentaires, des suggestions ou des questions qui leur permettront de faire un retour sur leurs actions. Rien de moins, simple, efficace, direct. Exactement, comme ça. Et- C'est très bien dit. Puis c'est ça, c'est juste l'espèce de miroir de l'élève. Puis le but de, là, on n'en a pas parlé encore, mais le but de la rétroaction, c'est que l'élève, éventuellement, non seulement soit un réceptacle de nos commentaires, mais commence à se poser des questions sur sa propre façon d'apprendre Mhm. et développe sa métacognition, qui est Un autre sujet d'étude un assez, autre sujet assez d'étude. large et très difficile quand même à comprendre, hein. Très difficile à comprendre, mais essentiel et surtout excessivement difficile à appliquer en classe. La métacognition chez les mineurs, c'est très difficile à développer. Ça se développe plus tard dans la vie. Donc, de faire ces boucles-là, c'est quand même relativement difficile et c'est à ça que la rétroaction doit servir si elle veut être efficace. Voilà. Bon, si on se base sur, dans le fond, tes recherches, tes lectures, c'est quoi les bases d'une rétroaction efficace? OK. Bon, j'ai repris encore une fois là, les bases. Donc, j'ai j'ai un graphique là, qui explique un petit peu la séquence d'enseignement. Mais dans la rétroaction efficace, il faut qu'elle soit, rapide. Donc, il y a un ordre de temps. Il faut qu'elle soit immédiate ou proche de l'action. Il faut qu'elle soit ciblée et précise. C'est sur un élément clair. Je donne un exemple tantôt. L'élève qui me dit qu'il y avait beaucoup de chômage alors que je lui demandais une conséquence politique, si je lui dis c'est pas la bonne réponse, c'est une rétroaction, mais ça ne lui dit pas où aller. Donc, elle doit être ciblée et précise. Ce n'est pas une bonne réponse. Et là, ben, on ne doit pas donner la réponse, mais on doit
guider l'élève vers un endroit, il va être capable de relire la question, de dire: «Ah, ben oui, c'est pas politique. Donc, va relire ta question et assure-toi que tu as répondu avec le bon aspect de société». Là, ça serait peut-être un peu trop précis, mais il faut que ça soit. C'était peut-être un peu trop précis, mais il Un faut que petit ça peu soit trop précis. précis. Voilà. Il faut Donc, que ça on a soit la lié à précision. un objectif explicite. Donc, il faut dire le but de faire ça, c'est de se rendre à tel endroit. Par exemple, le but de reprendre ta question, c'est que toutes les autres questions que tu vas lire dans l'année, tu vas remarquer ça et on va éliminer cette question-là du vocabulaire. Donc, on va pouvoir, cette erreur-là du vocabulaire, on va pouvoir continuer à la prochaine question, la prochaine question, la prochaine question. Le quatrième, il faut que ça soit compréhensible par l'élève. Il faut que ça soit dans des termes qu'il comprend. Il faut que ça soit une rétroaction qui soit aussi un peu expliquée d'avance. Donc, on va faire ça, il va y avoir une rétroaction. Voici ce à quoi je m'attends de toi. Et de réutiliser les mêmes codes de rétroaction à travers l'année pour que l'élève puisse se sentir relativement à l'aise, gagner en efficacité à l'intérieur. Il faut que ça soit, là, le mot, bon, c'est une traduction faible un peu, mais actionnable, c'est le mot que j'avais, qui donne une piste concrète d'amélioration. Ça doit être intégré dans un processus continu, donc dans une boucle de rétroaction. C'est-à-dire, tu peux donner une rétroaction une fois, mais si on n'y revient pas, puis on ne la refait pas cette rétroaction-là, ben, on perd un petit peu de l'efficacité. Comme n'importe quel enseignant, enseignante qui nous écoute, tu dis: «Ah oui, je l'ai enseigné, la Grande Dépression, à mes élèves, puis 2 semaines plus tard, ils ne se souvenaient de rien». Ben, c'est ça, c'est la même chose pour les rétroactions. Donc, le but, c'est de répéter, répéter, répéter. OK, donc la rétroaction doit être toujours continue. Et surtout, il faut être capable de suivre la progression et d'ajuster l'enseignement. Donc, c'est bien beau de dire à mon élève: «Hey, tu as de la difficulté à lire ta question, tu ne mets pas le bon aspect de société». OK. Est-ce que ça s'améliore dans le temps ou est-ce que ça stagne? Parce que si ça s'améliore, clairement, mon intervention est efficace. Mais si ça stagne, il faut peut-être aller chercher ailleurs. Mais là, c'est qu'à chaque, tu sais, à chaque base que je donne de la rétroaction efficace, ça rajoute une couche au gâteau de difficulté et de temps que ça prend. Et donc, c'est un peu ça, c'est un peu le problème devant lequel je me suis retrouvé. Je me dis, j'avais humainement, même avec toute la bonne volonté, je ne pouvais pas le faire. Donc, j'ai besoin d'un outil, je dois me bâtir un outil, je dois me bâtir une façon de faire qui va me permettre d'appliquer ça parce que j'y crois profondément. Rien de moins. Mais justement, quand on parle de rétroaction efficace, donc, moi, ben, j'ai une petite question rapide. Bon, là, on parle vraiment de l'aspect académique, l'enseignement des opérations intellectuelles, les cours, l'analyse de documents. Est-ce que tu l'utilises aussi pour la gestion des comportements? Plus ou moins. Plus ou moins, puis la raison est fort simple, c'est que j'enseigne principalement en deuxième cycle. Ah, bon, donc, faut une maturité un petit peu plus élevée pour les secondaires 4 et 5. Exactement. C'est sûr que, tu sais, avec les secondaires 4, ce qui est un peu plus il y a chaque niveau a ses défis et ses opportunités. Évidemment, en secondaire 4, en histoire de secondaire 4, qui est un peu là, le cœur de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, hem, le défi, surtout quand on utilise une méthode qui est diagnostique, c'est qu'il faut s'assurer que l'élève réponde de façon adéquate. Il ne fait pas juste se débarrasser, parce que s'il se débarrasse, je leur dis, c'est comme si tu vas chez le docteur, puis c'est ton ami qui fait la prise de sang. Ça n'a pas vraiment de logique. Donc, tu dois t'aider à t'aider toi-même et tu dois m'aider à t'aider. Donc, il y a cette espèce d'explication globale de pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, avec les plus vieux, c'est surtout, ben, voici l'approche que j'ai, voici pourquoi je la fais et voici où je veux m'en aller. Donc, à ce moment-là, la rétroaction, évidemment, c'est applicable dans tout. Tu sais, dans la gestion du comportement, probablement qu'il y aurait des enseignants-enseignantes qui sont plus systématiques, je dirais, là-dedans. Principalement, et surtout en secondaire 4, la façon dont j'enseigne, les élèves n'ont pas vraiment le temps de se demander quoi faire. Donc, souvent, on va passer la matière en 15, 20, 25 minutes maximum. Par la suite, on va avoir des transitions en différenciation. Les élèves vont se mettre immédiatement au travail. Certains, vu que j'ai une connaissance fine de leur progression, je me permets de mettre certains en équipe. Donc, souvent, un élève qui va peut-être avoir plus de facilité dans une facette et non un autre moins, il doit l'aider, mais ça devient un privilège. Donc, c'est un peu de cette façon-là. Et là, tout dépendant comment les élèves progressent, évidemment, un élève, si j'ai une approche, puis je vois qu'il
progresse pas ou encore pire, régresse, ben là, on change la donne. Donc, il y a une rétroaction à ce niveau-là. Voilà, dans le fond, on est réactif à la situation de la classe dans l'immédiat, là, Exactement. le plus tôt possible. Ben, merci beaucoup, William Dion, d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui. Si des enseignants ou des enseignantes voulaient prendre contact avec vous pour discuter ou apprendre sur l'enseignement par diagnostic ou la rétroaction efficace, comment est-ce qu'ils pourraient le faire? Très facile, ils peuvent aller sur mon site infoantique.ca, donc INFO antique, ENTIC.ca. À l'intérieur du site, il y a un formulaire pour me rejoindre. D'ailleurs, on va le mettre un petit peu plus visible là, dans les prochains mois. Sur ce site, évidemment, là, j'explicite un peu plus l'enseignement par diagnostic, aussi la plateforme Antique, les cahiers qui viennent avec. Donc, dans l'objectif là, de simplifier, pas de simplifier, mais de faire gagner du temps aux enseignants. On essaie d'avoir une solution là, qui est relativement complète. J'ai aussi un blog sur ma pratique en classe dont le 5e billet vient d'être publié. Et là, on rentre un peu plus là, dans les données des dernières années à voir est-ce que la méthode peut avoir un impact. Il semblerait que oui, là, notamment chez les élèves qui ont plus de difficultés. Bon, ça pourrait Euh, faire un beau sujet de doctorat, ça. on me l'a proposé, je ne suis pas encore. J'ai déjà beaucoup de choses à faire en enseignant à temps plein, puis en essayant de lancer une entreprise. J'ai des enfants. Ouais, Je vais attendre. on va attendre un petit peu. Je vais attendre un peu, ouais. Je peux comprendre. William Dion, enseignant d'histoire-géographie au Centre de service scolaire des Chênes. Vous êtes aussi cofondateur de la plateforme technopédagogique Antique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous de m'avoir interviewé. Bonne journée. Bye bye.